On va aller d'abord dans le Sud Kivu. Les chrétiens catholiques étaient dans la rue ce jeudi, répondant à l'appel de l'Église pour protester contre la recrudescence de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Après la marche, un mémo a été déposé auprès du chef provincial de la MONUSCO. Et pour répondre à l'agression dont le pays est victime, dans sa partie Est, un mouvement d'éveil de conscience propose l'organisation de consultations citoyennes qui aboutira certainement à une déclaration commune de toutes les couches sociopolitiques. Et dans le Haut-Katanga, le meurtre d'un prophète suscite encore l'émoi dans la province. 5 présumés assassins, tous des motards, ont été présentés au gouverneur de province ce jeudi. Et le sport ne manquera pas dans ce journal. Mondial Qatar 2022, encore un autre pays africain qualifié pour les 8e de finale. Le Maroc a arraché sa qualification en battant le Canada, score du match 2-1. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50, répondant à l'appel de la SENCO. Des milliers de chrétiens catholiques, une centaine des prêtres, des élèves, des sœurs religieuses, la société civile, les forces vives du Sud Kivu et l'église étaient tous dans la rue ce jeudi dans la marche de soutien au FARDC. La manifestation était conduite par l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy. Impressionnante mobilisation, une marée humaine inédite s'est formée dans la capitale du Sud Kivu à l'appel de la SENCO. Venus de différentes paroisses de la ville, des milliers de chrétiens catholiques, des prêtres, des écoliers et de la société civile force vive ont pris d'assaut l'artère principale de la ville, un déferlement sans pareil dans ce Bukavu uni autour de l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy Rusengo, et du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, accompagné de son vice-gouverneur, Marc Malago Kachekere, tous pour apporter leur soutien au FARDC engagé au front contre les M23, mais aussi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Parti de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, la marche a eu comme point de chute le monument des martyrs. Dans son mot et dont le mémo a été remis au gouverneur, François-Xavier Maroy a appelé les filles et fils de la province à l'unité et la cohésion pour faire face à l'agression étrangère au Nord Kivu et dont les menaces pèsent sur le Sud Kivu. Il a appelé la population à la vigilance et d'éviter toute manipulation politicienne. La nation congolaise était reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité territoriale nationale au prix de leur vie. Au nom du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, qui a rendu des hommages dignes au président de la République pour ses inlassables efforts fournis pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC en général et au Sud Kivu en particulier. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être unis pour la défense de notre pays. L'unité et l'intégrité territoriale de notre pays soient sauvegardées. L'autre temps fort de la marche, c'était l'appel de l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy Rusengo, qui a invité le gouverneur Théo Ngwabidje et son gouvernement, ainsi que les députés provinciaux, autour d'une même table pour un dialogue afin de cimenter la paix, gage de développement. Et concernant toujours l'insécurité dans la partie est de la RDC, le mouvement d'éveil de la solidarité et de l'unité conscience nationale préconise, lui, l'organisation d'une concertation citoyenne qui aboutira à une déclaration commune de toutes les couches sociopolitiques congolaises contre l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda via le M23. Répondant à l'appel à la mobilisation du chef de l'État face à l'agression rwandaise, mais également dans le souci d'éviter les turbulences aux prochaines élections, les mouvements civiques et des réflexions dénommées Conscience nationale s'inscrivent dans la logique de la recherche de voies de sortie de cette crise par la concertation citoyenne. Répondre à notre destin commun suppose donc que nous puissions nous remettre en cause en vue de permettre à notre pays de faire un bond qualitatif en avant. Pour cette raison, nous avons décidé de mettre en commun nos intelligences et de rassembler les points de convergence qui tissent la trame de notre vie en communauté. C'est ainsi que, dans les prochains jours, une délégation de notre mouvement se propose de rencontrer
le représentant de la vie politique et sociale. Cette concertation sera donc un cadre d'échange d'idées ainsi que la mise en commun de points en vue d'une piste salvatrice pour le pays. C'est un mouvement civique qui dépasse les attendements politiques, les attendements religieux. Nous nous proposons comme une structure centriste. Le Congo, c'est le seul pays qui nous donne tout. Nous devons les protéger. Pour les protéger, nous devons nous réunir. À noter que la conscience nationale est un mouvement de veille à la solidarité et à l'unité, visant la réflexion et la sensibilisation sur toutes les questions importantes liées à la nation congolaise, au-delà des clivages et des positions partisanes. Et la plateforme APTM mobilise déjà pour la marche contre l'agression de ce 4 décembre, marche initiée par la SENCO. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur national, est au micro de Jenny Kaembe. L'alliance des pros, Étienne Tshisekedi Wamulumba, APTM en sigle, attaché aux idéaux de ces derniers, a décidé ce jour de lancer un appel de mobilisation du peuple congolais pour participer massivement à la marche populaire et pacifique initiée par la SENCO en vue de barrer la route aux ennemis jurés de la République démocratique du Congo qui cherchent absolument et sans vergogne à enterrer ce grand et riche pays d'Afrique. Il convient de rappeler que le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba de rêve mémoire est demeuré toute sa vie un fervent, fidèle chrétien catholique attaché à la ligne de la SENCO au travers de ses initiatives, notamment la marche du 16 février 1992 et le dialogue de la SENCO de décembre 2016. La marche populaire de la SENCO s'inscrit donc dans le cadre des actions de conscientisation, de sensibilisation et de mobilisation du peuple congolais qui doit impérativement se réveiller pour lutter contre l'occupation de notre territoire national par les Rwandais et les Ougandais afin de refuser la balkanisation de notre pays. Et les réactions continuent de tomber concernant les récentes nominations des mandataires et dans la petite territoriale. Les députés nationaux ressortissants du Grand Katanga ont recommandé au chef de l'État de surseoir certaines d'entre elles, notamment au profit de l'équilibre au sein de différentes communautés. Le rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, constate avec indignation l'exclusion des Katangais dans les dites nominations et l'imposition des ressortissants d'un même espace linguistique comme maire, bourgmestre et administrateur des territoires, tout en signalant qu'aucun Katangais n'a été nommé ailleurs dans la territoriale. En ce qui concerne la liste de magistrats rendus publics, le rassemblement des députés Katangais RDK en sigle relève qu'il y a prédominance des magistrats d'un même espace linguistique comparativement aux autres espaces de la République démocratique du Congo. Élection attendue par tout le peuple congolais, le rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, constate que la centrale électorale préparerait une fraude à grande échelle en augmentant sensiblement les centres d'identification et d'enrôlement d'électeurs dans l'espace du Kasaï, mais en diminuant les centres dans la ville de Kinshasa, le Katanga, le Kivu, alors que l'espace Kasaï s'est vidé de sa population ces 3 dernières années, avec l'exode vers le Katanga, le Bandundu, le Congo central et la ville de Kinshasa. Le RDK constate la discrimination et la mise à l'écart de certains Congolais vivant dans la diaspora, en ne choisissant arbitrairement que les Congolais de la France, de la Belgique, du Canada, des États-Unis et de l'Afrique du Sud.
Et les 11 ministres membres du comité national de pilotage vers la migration de la TNT étaient en réunion ce jeudi avec le ministre de la Communication Patrick Mouyaya. Les résolutions prises récemment à ce sujet étaient à l'ordre du jour. Le numérique consistait à quitter l'analogie pour aller vers le numérique. Parce que les fréquences qui étaient utilisées par les télévisions en analogie peuvent aujourd'hui servir pour le déploiement de la 4G pour d'autres applications. Le numérique, on récupère certains canaux, on le décuple pour avoir plusieurs canaux. Ça facilite notamment en termes de coûts d'investissement pour les médias. Là où vous devez avoir des émetteurs, vous devez avoir un matériel technique lourd, c'est simplifié parce que le tout est compris dans un centre et c'est géré quelque part ici, c'est géré à Binza. Dans ces processus, les choses n'ont pas été bien faites parce qu'aujourd'hui nous avons dénombré à peu près 266 chaînes de télévision qui évoluent dans les différents bouquets, mais c'est des chaînes de télévision qui ne répondent pas. Et d'ailleurs dans la nouvelle dénomination, dans la nouvelle nomenclature, avec le numérique, ce n'est plus chaîne de télévision mais c'est éditeur de programmes. Et nous avons fait un travail au terme des états généraux qui nous a permis de faire une évaluation. Aujourd'hui nous savons quelle est la situation technique, administrative et financière de chaque chaîne de télévision. J'ai eu l'occasion de présenter plus ou moins les avancées que nous avons enregistrées aux différents collègues et la nécessité pour nous de décider. La décision serait que pour toutes les chaînes qui ne sont pas encore conformes, qui ne sont pas en conformité sur les 3 aspects que j'ai évoqués si haut, certaines seront suspendues. Ils prendront le temps de venir régulariser parce que comme vous le savez, nous avions déjà donné plusieurs moratoires et beaucoup de chaînes se sont déjà mises à jour. Ceux qui ne seront pas à jour seront fermés, utilisant les termes le plus durs, mais ce n'est pas une fermeture qui sera définitive. C'est une fermeture qui permettra aux uns aux autres de venir se conformer à la loi. Et ça y est, le gouvernement congolais publie enfin les accords signés en février dernier avec l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, frappé par les sanctions américaines, accord qui consacre principalement la récupération des actifs de la RDC, a souligné ce jeudi le ministre des Finances Nicolas Kazadi devant la presse. Cet accord a été publié après de longues séances de travail entre le gouvernement congolais et la société civile sur les enjeux que cela implique. Il était question de placer le curseur sur les intérêts de la République démocratique du Congo après la signature de cet accord avec Ventura, société représentant les intérêts de Dan Gertler, un accord qui revêt d'un caractère important pour le pays. Cet accord porte entre autres sur des actifs pétroliers qui se trouvent sur le lac Albert. Et comme vous le savez, les actifs pétroliers ont une durée de vie aujourd'hui dans le cadre de la décarbonisation de l'économie mondiale qui est plutôt limitée. Le champ pour exploiter de nouveaux gisements pétroliers. Cette décision du gouvernement de vouloir récupérer ses actifs lui permet non seulement de rehausser son partenariat avec les États-Unis d'Amérique, mais balise aussi le chemin pour les opérateurs économiques étrangers de ces secteurs, pour poser leurs valises en République démocratique du Congo en toute quiétude. Qu'on trouve un accord ou pas, si les sanctions sont toujours là, on ne peut pas aller plus loin, parce que personne ne viendra opérer sur ces lignes. Parce qu'il faudra bien qu'il y ait des transactions. Mais l'accord que nous trouvons avec Gertler est un premier pas pour une résolution complète du problème, pour permettre aux opérateurs miniers, qu'ils soient congolais ou étrangers, de venir en toute quiétude acheter ou être partenaire et permettre l'exploitation de ces actifs. L'on se rappelle que l'homme d'affaires israélien a été frappé par des sanctions américaines car accusé de corruption. La Ligue nationale des jeunes du CNC depuis ce Mwabilou était présente à la rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse hier au Palais du Peuple. Focus ici sur leur présence avec la réaction du président de la Ligue, Patrick Eshiba, qui s'est dit satisfait de l'initiative du chef de l'État de créer les écoles des métiers pour réduire le chômage. Avec mes hommages le plus déférents, je tiens premièrement à vous dire merci pour cette opportunité que vous donnez aux jeunes que nous sommes à nous exprimer librement. Ma question s'articule de la sorte.
plus de 80% de jeunes sont en chômage. Quelle est votre politique en cette matière? À cela, je formule une demande, tout en endossant le discours de notre président du Conseil national de la jeunesse. La gratuité de l'enseignement étant un socle, une base solide, nous vous prions de créer à travers les provinces les écoles de métiers pour les jeunes qui n'auront pas le moyen d'aller à l'université. Ils peuvent suivre des formations de 2, 3, 6 à une année afin d'être autonomes. S'il vous plaît. J'ai dit et je vous remercie. Et on en sait un peu plus maintenant sur l'affaire Jérémy Doxa Lengue Monga, le jeune prophète retrouvé mort à Lubumbashi et dont les images ont circulé sur la toile. 5 présumés assassins, tous des motards, ont été arrêtés par les services de sécurité et présentés au gouverneur de province. Jacques Keabula Katoué a plaidé pour que justice soit faite. Les images montrant le prophète Doxa Lengue Monga, visiblement épuisé, encadré par 2 personnes sur une moto ou allongé inconscient par terre, ont fait le tour des réseaux sociaux. Le jeune homme roué des coups par des motocyclistes qui l'accusaient de tenter de ravir une moto à l'un de leurs a finalement succombé. L'affaire a indigné le Haut-Katanga et les services de sécurité se sont mis en branle pour mettre la main sur les présumés assassins du prophète Jérémy Lengue Monga, âgé de 34 ans. 3 jours après les faits, 5 motards ont été appréhendés par la police et d'autres ont réussi à s'enfuir. Les présumés assassins ont été présentés au gouverneur de province en présence des membres du Conseil provincial de sécurité. Jacques Aboula Katoué a salué la prompte action des services. D'un ton ferme, il a condamné le meurtre du jeune Jérémy Lengue en fustigeant les actes répréhensibles de certains motards qui se croient au-dessus de la loi. Nous avions effectivement constaté qu'avec regret que ces derniers temps, il y a des comportements déviationnistes de nos amis motards et nous ne pouvons pas laisser la situation perdurer. L'État doit assurer l'ordre et la sécurité de tous. Les 5 présumés assassins de Jérémy Doxa Lengue Monga ont été déférés devant la justice. L'autorité provinciale a voulu que la justice soit rendue afin de décourager d'autres actes similaires. Et à l'Équateur, le budget de la province pour l'exercice 2023 est là. L'édit provincial relatif au dit budget a été voté dans toute sa globalité au cours de la plénière de l'Assemblée provinciale de ce mercredi 30 novembre à Mandaka. C'est devant les députés provinciaux de l'Équateur que le gouverneur Bobo Boloko a présenté et défendu au nom de son gouvernement les projets et des budgets de la province de l'Équateur pour l'exercice 2023. Devant la plénière de l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial a exposé son projet des budgets équilibrés en recettes et en dépenses. Permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire de ce pays un véritable État de droit et un pays moteur du développement de l'Afrique. C'est pour moi un honneur et un devoir patriotique de prendre la parole ce jour dans cet hémicycle pour défendre les projets budgétaires de la province de l'Équateur, exercice 2023. Le présent projet de dit portant budget de la province de l'Équateur pour l'exercice budgétaire 2023 a été élaboré conformément à la circulaire numéro 003/CAB/ME/Mini Pro Budget 2022 du 5 juillet 2022 contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi de finances de l'exercice 2023 et à la loi des finances numéro 21. Après ces débats, à l'organe délibérant de l'Équateur, les projets de l'édit provincial budgétaire 2023 a été voté.
Et le projet dédié budgétaire rectificatif exercice 2022 vient d'être jugé recevable par les députés provinciaux du Lualaba. C'était à l'issue des réponses fournies par la gouverneure de province aux préoccupations des groupes parlementaires de cet organe délibérant. Fifi Masuka Saini a fait part de sa détermination à maîtriser la résurgence des cas d'insécurité. La gouverneure du Lualaba était encore ce mercredi 30 novembre 2022 face aux élus de sa province pour se conformer à la tradition légale. C'est avec clarté et précision que Marie-Thérèse Masuka Saini a répondu aux préoccupations soulevées par les 4 groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale lors de la présentation du projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022 le lundi 28 novembre dernier. À la question sur la résurgence de quelques cas d'insécurité à travers la province, la chef de l'exécutif provincial a fait savoir que la sécurité des personnes et de leurs biens est parmi les préoccupations majeures de son gouvernement. Elle a réitéré son engagement de ne ménager aucun effort pour mettre totalement fin à toute forme de criminalité et réprimer tous les fauteurs des troubles. Les députés provinciaux ont à l'unanimité jugé recevable le projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022. Et la représentation de peuples sangaphones réunis au sein de l'association socio-culturelle Luanzo Loi Mikuba, province du Lualaba, a décrié justement la gestion du secteur de l'Huilou. Cette organisation reproche notamment aux responsables de ce secteur sa gestion du secteur. Nous, peuple autochtone Luanzo Loi Mikuba, et souverain primaire de l'entité territoriale décentralisée ETD concernée, nous prions son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, d'instruire l'inspecteur général des finances, IGF, en vue de mener des enquêtes approfondies pour déterminer les responsabilités de chacun des agents et principalement celle du chef des secteurs AI. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Intérieur, de prendre des mesures préventives et conservatoires en suspendant le chef des secteurs AI en attendant l'aboutissement des enquêtes de l'IGF. La décision de destitution définitive devrait être prise afin de mettre fin à cette aventure des malversations financières qui appauvrit les secteurs et plonge notre peuple dans une misère noire et indescriptible. Nous suggérons aux autorités de bien vouloir procéder à une consultation pour choisir un nouveau chef de secteur compétent. Et la RDC a encore du chemin à faire dans la lutte contre la patridie. D'après certains rapports en la matière, il existe encore des personnes qui peinent à avoir une identité juridique et le sujet n'est pas encore compris de tous. Et pour remédier à cela, le CTLA multiplie les actions, notamment ce renforcement des capacités du cadre des concertations de la société civile formé sur la question ce 1er décembre. Il s'agit d'un atelier de formation qui avait pour but à la fois de former les membres du cadre des concertations de la société civile sur la nationalité et sur la patridie, ainsi que de les sensibiliser sur les enjeux de l'adhésion de la RDC aux 2 conventions mondiales y relatives. Au centre Bethany, ils étaient près de 30 à bénéficier de ce moment, organisé à la fois par le HCR et le comité technique interinstitutionnel de lutte contre la patridie en RDC. L'engagement les plus importants, qui a même fait l'objet de cette session de formation de la société civile, consiste à adhérer d'ici 2024 aux conventions sur la patridie. L'enfant ou les personnes ont droit à ce qu'on appelle une identité juridique, y comprise comme la preuve
légale l'existence d'une personne. Une fois que quelqu'un existe légalement, et bien cette personne a la possibilité de prouver sa nationalité. Alors que la RDC s'est engagée à harmoniser son cadre légal ainsi qu'à améliorer son système de l'état civil, plusieurs personnes pour l'heure n'ont pas encore accès aux documents d'identité. L'enfant est né, il faut l'amener à la commune, l'enregistrer, que l'État le connaisse. On va lui donner un acte de naissance et c'est gratuit pendant les 3 premiers mois. Mais si vous allez après 3 mois, vous êtes obligé d'aller chercher un jugement supplétif, c'est-à-dire vous allez dans les tribunaux et là vous allez payer beaucoup plus cher. La RDC a en effet adhéré aux conventions sur l'apatridie de 1954 et de 1961 portant respectivement sur les statuts des apatrides et la réduction des cas d'apatridie. Et en marge du congrès ordinaire de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, une cérémonie de clôture des travaux a été effectuée à Mbanza-Ngungu, au cours duquel les leaders de l'Abaco ont condamné l'agression rwandaise tout en lançant un appel aux Congolais à l'unité derrière nos forces armées pour en finir avec la guerre dans l'est du pays. Reportage de Benjamin Moudiata. Renforcer l'alliance des bâtisseurs du Congo, Abaco en sigle, c'est le thème sur lequel ont été consacrés 2 jours de travaux intenses du congrès ordinaire des 4 commissions différentes de l'Abaco. La clôture des 10 travaux a été faite au cours d'une cérémonie tenue récemment au centre Saint-Gérard d'Ekola à Mbanza-Ngungu dans les Congo central, avec les discours du président général Pierre Anatole Matusila, qui, dans ses propos, a salué la publication du calendrier électoral par la CENI. Nous vous promettons de nous acquitter de nos fonctions avec plein d'engagement et sans ménager aucune de nos ressources physiques et intellectuelles pour répondre aux espoirs placés en nous. Ce congrès est un moment historique, disais-je. Il doit l'être parce qu'il constitue un nouveau départ pour notre parti. Il doit permettre à l'Abaco de prendre le plus bel élan pour s'affirmer comme force politique incontournable pour l'édification d'un Congo uni, puissant et prospère pour tous. Le Congo central et Kinshasa sont à notre portée aux échéances électorales prochaines. Allant du 25 au 27 novembre, les travaux du congrès ordinaire de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, Abaco en sigle, ont été caractérisés par l'élection des membres du bureau. En tant que parti qui vise la paix et la quiétude de tous les Congolais en général, Abaco a condamné farouchement l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et on va terminer en sport. Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc a décroché ce jeudi son ticket pour le 8e des finales après avoir battu 2-1 le Canada lors du dernier match du groupe F. Les Lions de l'Atlas retrouvent les 8e de finale 36 ans après. Le Maroc a profité du match nul contre la Croatie et la Belgique pour finir en première position avec 7 points. Jusque-là, l'Afrique a déjà envoyé 2 candidats en 8e de finale. Le Cameroun et le Ghana chercheront aussi leur billet demain, respectivement face au Brésil et à l'Uruguay. Place au rappel des titres à présent. Dans le Sud Kivu, les chrétiens catholiques étaient dans la rue ce jeudi, répondant à l'appel de l'Église pour protester contre la recrudescence de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Après la marche, un mémo a été déposé auprès du chef provincial de la MONUSCO et au gouvernorat provincial. Et pour répondre à l'agression dont le pays est victime dans sa partie Est, un mouvement d'éveil de conscience propose l'organisation de concertations citoyennes qui aboutira certainement à une déclaration commune de toutes les couches socio-politiques. L'organisation dénommée Conscience nationale l'a annoncé ce jeudi. Et dans le Haut-Katanga, le meurtre d'un prophète suscite encore de l'émoi dans la province. 5 présumés assassins, tous des motards, ont été présentés au gouverneur de province ce jeudi. En sport, encore un autre pays africain qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc a arraché sa qualification en battant le Canada sur le score de 2-1. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
l'actualité reste incrutinée.